Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo de cinéma survivaliste qui sera en deux parties parce que on va parler d'Ulysse Odysseus qui a été adapté une énième fois, hein. Il y a eu beaucoup d'adaptations de ce grand mythe fondateur de l'Europe et des Européens qu'est l'Odyssée qui suit évidemment l'Iliade, les deux officiellement comptés par Homère. Des contes qui ont à peu près 3000 ans, donc qui remontent à loin et qui ont été adaptés donc au cinéma. L'Odyssée a été adaptée, en tout cas je me souviens d'avoir vu la version de 1954, je crois, d'un péplum italien avec Kirk Douglas et, euh, et puis la version de 1968, également production italienne, américano-italienne. Et puis tout récemment, bien sûr, alors il y a eu trois de Gustave, je ne sais plus qui, mais enfin de 2004. Et puis plus intéressante, parce que c'est justement une toute petite tranche du retour d'Ulysse à Ithaque, dans son île natale, pour retrouver sa femme et son fils. Euh, c'est The Return avec l'excellent Ralph Fiennes qui joue, qui campe Ulysse, euh, juste dans le dernier chant effectivement de ce livre d'Homère qui revient sur Ithaque. On va en reparler probablement. Et récemment, Christopher Nolan, qui est un réalisateur britannique, qui a réalisé d'excellents films, hein. Pensez à son premier long métrage, Memento, de Prestige, la trilogie Batman, que j'ai trouvé excellente. Plus récemment, je trouvais moins intéressant Oppenheimer. Inception était excellent, Tenet c'était oubliable. Mais enfin voilà, c'est quand même un grand réalisateur, quelqu'un qui sait faire du cinéma, et il a, semblerait-il, voulu travailler depuis une vingtaine d'années sur une nouvelle manière de faire l'Odyssée. Et d'un côté, j'aurais dû lui dire il fallait travailler un peu plus, mon gars. Mais d'un autre côté, le film est pas mal. On va en discuter, mais surtout, dans une deuxième partie, on va voir comment ce film nous donne des leçons de survie éthique, de survie morale, peut-être aussi de survie physique face à des trucs étranges et qui, pour les Grecs, n'étaient pas seulement du mythe, ni des histoires à faire peur pour faire peur aux enfants, mais qui étaient aussi des sources de leçons au quotidien. Alors, juste un petit point de départ. Il y a eu beaucoup de polémiques sur ce film avant, notamment avec ses bandes annonces un peu étranges, avec des personnages sur lesquels on a laissé planer le doute. Certains, effectivement, étaient bien campés par ceux qu'on voyait dans la bande annonce et d'autres non. Euh, et, euh, et évidemment, ça fait partie d'une stratégie marketing, ça fait partie de faire parler d'un film pour que les gens qui soient pour, les gens qui soient contre, ou les gens qui soient choqués, bah, aillent le voir, se fassent un avis, etc. Du moins, c'est l'idée. Et là, il faut crever l'abcès du premier thème, qui est celui de l'utilisation, l'embauche, le fait de faire comme prestation à des acteurs venant d'ethnies très différentes de celles de l'histoire racontée, pour soit choquer, soit pour un thème artistique, ou soit pour permettre la promotion du film dans toutes les géographies et chez tous les peuples et toutes les ethnies à travers le monde. Euh, Ce qui est compréhensible quand tu mets un acteur d'origine coréenne pour jouer dans chez la très joyeuse équipe d'Ulysse dans son bateau avec un hindou et d'autres, qui sont pourquoi pas des bons acteurs, c'est parce que tu vas utiliser cet acteur d'origine coréenne pour faire la promo en Corée. Tu vas utiliser l'acteur hindou, indien quoi, pour, je sais pas s'il est hindou, mais enfin l'acteur indien pour faire la promo lorsque le film va sortir en Inde. Tu vas utiliser une actrice africaine pour faire la promo lorsque le film... Non, ça n'a pas de sens ce que j'allais dire. Mais pour toucher un public afro-américain, par exemple. En tout cas, essayer. Et certainement, ça a créé une sorte d'énervement. Et je vais vous dire le fond de ma pensée pour commencer. Comme ça on a crevé l'abcès. Euh, un auteur peut faire ce qu'il veut avec une œuvre, qu'elle soit historique, qu'elle soit mythologique, qu'elle soit... Fais ce que tu veux.
assume les conséquences en revanche. C'est-à-dire que si tu veux transposer l'Iliade, l'Odyssée, je sais pas, en Afrique noire, avec au lieu de Troie, un village de huttes fabriqué en crotte de chèvre ou de vache, tu peux. Je veux dire, ou même si tu veux faire le Wakanda, si tu veux transposer l'Occident technologique en Afrique et que tu appelles ça le Wakanda, mais fais-toi plaisir, mon gars. Fais ce que tu veux. Tu peux imaginer l'Odyssée au Japon, tu peux imaginer, après tout, les sept mercenaires, ce grand film western, sont repris des sept samouraïs japonais de Akira Kurosawa. Donc, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai pas de problème avec la liberté artistique, que chacun fasse ce qu'il veut. Si tu as envie de claquer 200 millions de dollars pour faire un film, en l'occurrence assez somptueux, assez magistralement tourné, avec de la technologie, et que cette immense œuvre d'art de 200 millions, tu vas la saupoudrer avec deux, trois petites crottes incongrues, des crottes d'incongruité. Je dis pas que les acteurs sont des crottes, je dis que ça crée une sorte d'incongruité qui casse l'œuvre d'art et qui lui fait du dommage. Mais c'est ton problème, mon gars, c'est que tu as cassé ton œuvre d'art. Alors, Nolan, si ça se trouve, n'est que le réalisateur et il est soumis, comme souvent, parce qu'il faut bien les obtenir, les 200 millions de dollars, pour faire ton film, il est soumis aux règles de la production qui va lui dire non, non, mais écoute, on a besoin que tu poses des acteurs de toutes les ethnies parce qu'on en a besoin pour faire la promo. Et puis on a fait des études savantes, marketing, qui montrent que si tu mets un rappeur qui raconte, il a un rôle insignifiant, mais le premier mec que tu vois dans le film, c'est un black, et qui semblerait-il est un rappeur connu, je sais pas quoi, je m'en fous, eh bien, ça va toucher les 12-16 ans, et donc, et puis on va l'utiliser pour faire la promo, et voilà. Ok, mais mon pauvre, tu t'es fait niquer ton œuvre d'art sur laquelle tu as travaillé pendant 20 ans parce que tu as dû te soumettre au désir de Shlomo David et de machin qui ont voulu faire du marketing et peut-être qui ont envie de faire chier les Blancs et les Européens dans une de leurs œuvres fondamentales. Mais enfin, ils ne le faisaient pas dans les années 50 mais dans les années 60. Et c'est leur pognon après tout, donc faites ce que vous voulez. Ça, c'est une première chose. Donc, liberté artistique totale, vas-y, fais-toi plaisir, fais ton choix sur les uniformes, les armures, les bateaux, les filtres noirs et gris que tu as envie de mettre sur la mer Méditerranée. Vas-y, fais ton choix quant aux monstres, comment tu les représentes, etc. Après tout, il y a un film excellent qui n'a rien à voir, mais qui est dans la mythologie grecque, euh, qui était Hercule récemment. Il y a un film, je crois, de 2004 aussi, avec Dwayne Johnson, The Rock, qui n'est pas d'une ethnie européenne, c'est quelqu'un qui est, je crois, de Samoa à l'origine, c'est un Américain avec des ethnies mélangées du Pacifique, etc. Et, euh, et qui était dans un film tout à fait multiethnique, avec des auteurs, avec des acteurs, il y avait un Asiatique, il y avait je sais pas qui, euh, dans une vision c'était une reprise d'une bande dessinée de Moore, je crois, sur les aventures d'Hercule. Alors, le film n'était pas génial en termes d'histoire, mais il y avait des petits points intéressants. Et puis, tout le film était campé comme étant une histoire d'aventure un peu farfelue, et puis une forme de démystification du mythe d'Hercule, puisqu'en fait, c'est un humain, ce n'est pas du tout le fils de Zeus, et que on le raconte sa légende avant qu'il arrive dans un village pour sauver la veuve et l'orphelin, et se faire payer pour la chose. Et donc, il y avait une congruité dans la chose. C'est qu'on avait un personnage mythologique mis dans un film où c'était un humain, pas du tout un demi-dieu, mais qui en fait escroquait en fait son histoire. Donc il y avait une volonté de casser le mythe, mais ça passait très bien. Il y avait pas, j'ai pas trouvé ça insultant avec les gosses. D'ailleurs, on a rigolé. Même le film 3, qui est en fait la première partie de l'Iliade et l'Odyssée, de Wolfgang Petersen, ou je sais pas quoi, ou Schumacher, je sais pas, c'est un Allemand qui sévit à Hollywood, je me demande s'il est pas mort depuis, et qui était pas si mal. Alors il y avait des erreurs des costumes, les armures, mais enfin bon, moi j'y étais pas il y a 3000 ans, et l'archéologie nous donne certes quelques petites traces. Je trouvais que les palais de type minoéen, de type mycénéen et de cette époque étaient plutôt bien, parce que on a des restes de villes de cette époque, de 3000 avant Jésus-Christ, enfin de 1000 avant Jésus-Christ, 1500 avant Jésus-Christ même, pardon, puisque Homère est 1000 avant Jésus-Christ, et il raconte des histoires qui sont passées 500 ans avant lui, je crois, de mémoire. Eh bien, on a le droit d'avoir, on peut très bien avoir cette incongruité, ces différences
de manière de voir les choses, mais on reste sur un fond d'histoire juste. Par exemple, dans 3, je me souviens qu'Agamemnon se fait tuer en pleine bataille. Non, dans l'Iliade, je crois pas qu'il se fait tuer. Il faudrait que je la relise, mais il me semble pas du tout. Donc, non. Donc, cette. Où était-ce Ajax? Je sais plus. Mais enfin, il y avait des petits détails comme ça, mais c'est pas grave. On peut adapter pour que l'histoire se passe correctement. Parce que, autant je trouve que l'Odyssée est un chant, est un poème. Alors malheureusement, je ne le lis pas en grec ancien, mais qui est une histoire qui peut se lire assez facilement, même par des jeunes, et qui raconte chapitre par chapitre des chants. Il y a 24 chants, une histoire très très intéressante. Autant, je dois l'avouer, dans l'Iliade, c'est un peu chiant. C'était alors la bataille machin. Le lendemain, les alliés se retrouvent devant les. Et t'en as 14 comme ça de batailles sans arrêt, ou au début quand ils partent en bateau. Alors le roi machin avec sa flotte, avec 24 bateaux commandés par machin machin. Bon, alors à l'époque ça avait du sens puisque les gens s'imaginaient, c'était leurs ancêtres. Et quand ils parlaient de le roi de, je sais pas, de Delphes qui venait avec 4 bateaux, avec les 4 commandants de la flotte de Delphes, les gens de Delphes, ils disaient ah oui mais lui je connais, c'était Laurière, mon grand-père, il a connu le petit-fils de ce mec, et puis il s'imaginait qu'ils avaient été à la guerre de Troie. La Troie a vraiment existé. Hein. Y a-t-il eu vraiment une guerre de Troie dans ce type-là? Mais Troie, on a les ruines, hein, on a tout. On peut la visiter hein, en Turquie, c'est pas loin des Dardanelles. Et, euh, et donc c'est un peu chiant, bien que les thèmes principaux sont trucs. Donc on peut très bien imaginer qu'une adaptation rende l'histoire plus fluide et on n'a pas besoin d'être fidèle au texte. Bon, donc liberté artistique. Cela étant dit, quand tu fais un film, euh, nous les Européens, on n'est pas très sensibles parce qu'on est des gens civilisés, parce qu'on est des gens évolués, quant à la moquerie, parce qu'on a peut-être aussi une éducation peut-être, voilà, pas justement helléno-chrétienne. Moi, je suis plus dans la partie helléno, mais j'ai aussi une partie chrétienne aussi. C'est-à-dire que tu t'excites pas quand un mec il travestit un des textes fondamentaux de ta culture. Tu peux dire connard, t'as fait un mauvais boulot, mais tu t'offusques pas. Donc quand tu mets une actrice africaine pour jouer Hélène de Troie, Hélène au bras blanc et aux boucles d'or, telle elle est décrite dans le texte, bon, moi je vais pas m'exciter, je vais pas hurler au blasphème. Euh, je laisse ça à de mes amis musulmans qui imaginez que vous fassiez un film où le prophète Mohammed, paix et sérénité soit sur lui, comme on dit, est campé par un acteur, je sais pas, chinois ou indien ou je sais pas, de Namibie, un Xhosa. Vous allez voir, ça va mal se passer. Donc nous autres Européens, on a un côté l'espicé, on a un côté à la cool, on a un côté au pire on méprise. Et d'ailleurs personne n'ira égorger Nolan parce qu'il a mis une africaine pour prendre Hélène, pour camper Hélène au bras blanc parce qu'elle ne travaille pas dehors, donc elle ne bronze pas. Faut bien imaginer. Archéologiquement, les Grecs, enfin c'est les Mycéens, la civilisation mycéenne, c'est donc des Grecs anciens. C'était déjà des anciens pour les Grecs anciens, hein, donc ça remonte à longtemps. En fait, c'est des peuples descendus de la Baltique. C'est des Indo-Européens qui sont descendus par la Baltique. C'est pour ça qu'Achille est considéré comme étant lui aussi cheveux de feu. Alors, est-ce que c'est jaune? Est-ce qu'ils sont roux? Est-ce qu'il était roux? Est-ce qu'il était blond? Mais en gros, il faut imaginer les Grecs d'il y a 3500 ans comme étant des blonds aux yeux bleus, descendus de la Baltique. C'est des Vikings. Les peuples de la mer, c'est pas loin. Hein. Et les premiers Italiotes, les premiers latins, c'était aussi des blonds aux yeux bleus, c'était des Celtes descendus, bref, à travers les Alpes de la Baltique. C'était pas des Bédouins du désert, enfin, c'était pas des gens, euh, comment dire, à la peau mate, aux cheveux bouclés, aux yeux bruns, noirs, non. C'était des blonds aux yeux bleus. C'est pas voilà, c'est pas du tout une constatation qualitative, c'est une constatation factuelle, c'est ce qu'on retrouve et c'est ce qu'on retrouve dans les fameuses migrations des peuples. Et donc, c'est plutôt logique que Hélène, la plus belle femme de Grèce, soit plutôt décrite comme étant comme les autres, c'est-à-dire une blonde aux yeux bleus. Je ne fais aucun commentaire sur la beauté de l'actrice qui campe Hélène dans ce film. En plus, c'est un petit rôle, mais voilà,
Le problème, c'est que le fait d'avoir mis dans l'équipe du bateau d'Ulysse un hindou, un asiatique, un noir, plus une africaine pour jouer Hélène, effectivement, c'est pas très, c'est des petits moments, c'est quelques minutes, mais c'est quelques minutes qui sont agaçants et c'est comme un superbe repas où le cuisinier te dit attention, j'ai quand même mis deux trois petits morceaux de crotte de chien dans le repas, mais pas beaucoup. Est-ce que tu vas manger ton repas? Est-ce que tu vas apprécier ton repas? À moins que tu dis c'est du food truck, c'est de la cuisine expérimentale, on y va. Et à ce moment-là, encore une fois, liberté artistique, fais-toi plaisir. Mais ne t'attends pas qu'un Européen comme moi, qui considère que les textes fondamentaux de sa culture commencent par l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, considère que le fait de mettre des gens qui n'ont rien à voir là-dedans soit un truc cool et bien. C'est de la merde. Pour autant, ils jouent bien et pour autant, j'ai rien contre les acteurs. Enfin, les acteurs, c'est pas des gens très intelligents. Mais enfin, voilà, j'ai rien contre eux, quoi. Mais tu t'es fait niquer, Nolan. Si soit c'est ton idée et t'es con, soit tu t'es fait niquer par tes producteurs et par Hollywood et le système qui, de toute façon, on le sait, déteste les blancs et veut tout saccager dans la culture européenne qu'il haït et qu'il déteste. Et là, en plus, c'est la culture grecque. Et s'il y a deux choses que les producteurs d'Hollywood modernes détestent, c'est la culture gréco et chrétienne. Bon, là, il n'y a rien de chrétien dans ce film, mais elle est clairement Hélène, donc grecque ancienne. Alors, on dit Hélène normalement. Bref, donc, ça, c'est des écueils qu'il faut écarter depuis le début, parce que ce sont les sortes d'éléphants dans le salon, dans le couloir. C'est même pas des éléphants, c'est des monstres anciens, des monstres mythologiques dans le couloir qu'il faut enlever. Bref, c'est une très mauvaise métaphore, c'est pas grave. On n'est pas toujours bien inspiré. Donc, une fois qu'on a enlevé ça, qu'est-ce qu'on voit dans ce film? On voit que la liberté qui a été... Alors, premièrement, la structure de narration est évidemment décousue, tout comme est décousue l'Odyssée dans le texte. C'est-à-dire que dans l'Odyssée, on commence chez, comment il s'appelle le roi, dont la fille s'appelle Nausicaa, et où Ulysse est recueilli et accueilli et promis à marier Nausicaa. Et puis il va se rendre compte que, parce qu'il a un peu perdu la mémoire, après une tempête où il s'est échoué tout seul sur le rivage, et il se rend compte qu'en fait c'est une île qui est tout près d'Ithaque. Et il se rappelle qu'il doit aller à Ithaque pour retrouver sa femme Pénélope et son fils Télémaque, et il va se rappeler la guerre de Troie et ce qu'il a fait, etc. Donc le flashback était connu dans le tout premier texte qui est arrivé à nous de la culture hellène, mycéenne. C'est formidable. Donc c'est très bien d'avoir un film qui n'est pas chronologique. Après tout, même chez nos amis musulmans, le Coran n'est pas chronologique. Il ne raconte pas l'histoire de Adam et Ève à l'archange euh, Gabriel et le prophète. C'est mélangé, etc. Bref, donc les structures narratives décousues, c'est pas choquant, c'est tout à fait possible. Mais il y a un problème, c'est que, en fait, l'Odyssée, c'est la deuxième partie d'une histoire dont la première partie s'appelle l'Iliade. Et là, l'Iliade est très, 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 très mal et très rapidement résumée, ce qui est logique, puisque c'est trop compliqué de faire un thème comme ça. Probablement qu'une histoire aussi dense et riche comme que l'Iliade et l'Odyssée aurait mérité peut-être trois films. Un, un premier film qui va du rapt d'Hélène à la destruction de Troie. Un deuxième et un troisième. Un deuxième qui parle, qui va en détail sur les pérégrinations d'Ulysse à travers la mer Méditerranée, le monde connu pour les Européens de l'époque, pour les Grecs. Et un troisième qui est en fait son retour et sa réflexion sur le sens de ce périple et de son retour et de la guerre. Et là, on a un seul film de, certes, 2h40, presque 3 heures, mais c'est pas assez. C'est pas assez. Donc il y a des scènes qui sont bâclées. Je reviendrai à celle du Cyclope, mais qui est la scène la plus bâclée et la plus
mal. C'est dommage parce que c'est une scène fondamentale. Alors une scène qui, à mon avis, bâclée, c'est celle des Lestrigons, par exemple. Elle est trop courte, on ne comprend pas pourquoi, comment. Il n'y a pas celle. Alors ensuite, par exemple, il y a des aventures qui n'y sont pas, celle des lotophages, ou par exemple, la rencontre avec les sirènes est un peu courte. Et j'ai bien aimé Charib Dessila parce que généralement c'est celle-là qu'on ne montre pas, euh, alors elle a son sens, et là elle est bien faite. Donc voilà, on a une structure narrative qui est décousue mais qui a du sens. Ensuite, la réalisation en elle-même et le jeu des acteurs, il n'y a rien à dire, elle est excellente, elle est très très bien. Mais, alors je ne l'ai pas vu en IMAX parce que sur mon ordinateur, évidemment, j'ai pas tout ce détail, mais enfin bref, vous imaginez bien comment j'ai vu le film. Mais en revanche, j'irai peut-être le voir parce que j'ai un de mes gosses qui. Tous mes enfants ont des noms grecs et qui sont notamment, pour certains, sortis de l'Iliade et de l'Odyssée. Parce que je considère que c'est fondamental à ma culture. Mais vous voyez, je m'excite pas plus que ça. Je vais pas, je vais pas déclencher le djihad et aller égorger les gens. C'est parce que c'est pas dans notre manière de faire en Europe. Mais voilà, je considère ce film très bien fait, mais raté. Avec ce saupoudrage de crottes indigestes et inutiles. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce qu'il y a vraiment un truc bien à faire. Alors ensuite, là où j'ai pas été choqué, par exemple, c'est l'utilisation de. J'allais dire Sinoué, ça s'appelle pas Sinoué, comment il s'appelle Solon. Pas Solon. Euh, Sinon. Bref, c'est un personnage qui n'est pas dans l'Iliade, mais qui a été créé par Nolan et qui existe dans la mythologie, dans des versions de, je crois, de l'Énéide. Euh, Sinon, je crois. Qui est joué par un jeune homme, anciennement jeune femme, qui est une actrice, acteur, qui avait joué dans Inception, que probablement Christopher Nolan aime bien, il protège et lui a donné un rôle. Et en fait, les gens pensaient que c'était allé être Achille qui a été joué par ce type qui est ancien une fillette, qui est un peu gringalet, quoi. Et, euh, et en fait, ça va, il va très très bien dans le rôle. Euh, c'est un peu un protégé d'Ulysse. Je raconte pas l'histoire parce que il a petit rôle, mais, euh, mais ça va, ça passe. Donc, tu vois, des fois, même un truc auquel tu t'attendais, un truc un peu qui te pousse dans tes émotions un peu transphobes, etc., alors que j'en ai pas, mais voilà, qui suscite en toi des émotions, en fait, à la fin, il n'y avait rien du tout, quoi. C'était, encore une fois, ça a été un coup marketing pour engueuler les gens, mais il n'était pas très important. Après, justement, il y a une raison pour laquelle il n'est pas très crédible en tant que soldat, parce que c'est un avorton, c'est un gamin qu'Ulysse protège parce il a été emmené à la guerre à la place d'un autre. Comment il s'appelle, le leader des prétendants, qui est très bien joué par Robert Pattinson. Oui, tu vois c'est là où tu vois la décadence, même chez moi, c'est que euh, je me souviens plus, comment il s'appelle, Antinos, c'est ça, Antinos. Bref, je crois que c'est Antinos, donc Mentor, le mec qui apprend aux armes à Télémac. Antinos, je crois qu'il s'appelle. Et bref, ce euh, Antinos, là, ça c'est important, il y a une vraie petite histoire. Parce qu'Antinos est campé par Robert Pattinson, qui joue très très bien le salopard d'enculé de merde. Et ça, c'est une belle prouesse, hein, c'est important. Et il te rend le personnage bien antipathique, un peu lâche, veule, arrogant. Bref, t'as bien envie qu'il se fasse dégommer. Et voilà. Et donc, dès le départ, en fait, c'est lui qui doit aller à la guerre. Et en fait, il va tricher, puis ce sera justement le petit Sinon qui va y aller. Et tu vois que Sinon, c'est un. Voilà. Et pourtant, il finit par être courageux, même s'il n'a pas le physique pour, même si c'est pas un guerrier physique. Et ben, il va quand même se sacrifier pour la cause. Et oui, ça revient de l'Énéide. L'Énéide, c'est une version écrite par Virgile, romain, sur une autre, pas une version, mais il complète le récit de l'Iliade et de l'Iliade, plutôt vers la fin de l'Iliade, la chute de Troie. Et, euh, et donc, parce qu'en fait, c'est dans l'Odyssée qu'on raconte les prouesses d'Ulysse.
Ulysse, je crois que dans l'Odyssée, c'est Ulysse le vaillant, le rusé. Euh, il y a plusieurs. Chaque personnage a des qualificatifs. Et les vaillants et rusés. Et on découvrira dans le film qu'il est aussi arrogant, il a de l'hubris. Et c'est ça qui lui coûtera cher. Ça, on en parle dans la deuxième partie. Et donc, ce film a des bonnes surprises, mais des très mauvaises surprises aussi. La scène du cyclope, justement, Alice, le vaillant, le rusé. Il va arriver sur l'île des cyclopes. Ils volent parce que c'est des pirates. On va voir que, en fait, comme disait ma fille, c'est pas les argonautes, c'est les Odysséusiens. Enfin, Odysseus donc donc Ulysse en français et en latin, mais Odysseus en Grèce, il cherche sans arrêt de la nourriture pour leur périple parce que leur trajet prend longtemps. Donc il arrive sur l'île des Cyclopes et ils envoient une équipe que mène Odysseus donc pour essayer de fourrer des moutons. Et ces moutons, ils savent très bien qu'ils sont en troupeau et ils suivent un mouton tout seul qui s'est égaré. Et au lieu de trouver sur le troupeau, ils rentrent dans cette grotte qui est la repère de Polyphème, un des Cyclopes. Et Polyphème arrive et au lieu de leur donner l'hospitalité, va en bouffer quelques-uns et Ulysse va essayer d'argumenter, enfin dans l'histoire, hein, pas dans le film, va essayer d'argumenter, de le roublardiser parce que c'est un rusé. Et Polyphème dit tu me plais bien, qui es-tu? Et Ulysse, roublard, rusé, il dit mon nom est personne. Hein, la chanson, machin, tout ça. Mon nom est personne. C'est dans la culture fondamentale, le mec rusé qui te trouve le truc. Et Polyphème dit ah, très bien, bon, bah écoute, puisque tu me plais, puisque tu me divertis, je te mangerai en dernier. Très bien. Et ensuite, bah, il l'enivre, il crée avec le raisin, ils font du vin. Enfin bref, ils le font boire. Et quand il dort profondément, il lui plante le pieu et ça s'attache au mouton pour pouvoir sortir quand il ouvre parce qu'il sait très bien que sinon il va les enfermer dans la grotte, dans cette cachette. Et donc, ils arrivent à partir. Et c'est seulement quand ils sont à l'abri que le cyclope a d'abord appelé à l'aide ses copains cyclopes en disant personne m'a crevé les yeux, personne m'a crevé l'œil, enfin l'œil, pas les yeux, personne m'a crevé l'œil. Et voyez, donc vous voyez l'astuce, ça a fonctionné. Et donc tous les gamins qui lisent l'Odyssée, qui racontent ça, ils rigolent, ils disent ah il est malin Ulysse. Euh, et donc au moment où Ulysse part avec sa flotte, eh ben il peut pas s'empêcher parce que c'est un malin, mais c'est aussi un arrogant. Il est fier, voilà, le fier, ça c'était aussi quelque chose qui était dit dans l'Odyssée, pour décrire Ulysse. Et il dit, je t'ai bien eu, mon nom n'est pas personne, mon nom est Odysseus, fils de machin truc, roi de l'île d'Ithaque, père de Télémaque, machin, comme tu te présentais à l'époque. Et donc Polyphème dit, ben, père Poséidon, venge-moi. Et merde, parce que dans les thèmes de la culture grecque, qui sont aussi des thèmes à nous et qu'on ne devrait pas oublier, c'est que quand tu es arrogant, tu fais des conneries, et en général, tout le monde est puni. Le hubris est puni, la deux-mesure, l'arrogance est punie par les dieux, par la providence, par le destin. Et évidemment, c'est comme ça que commence vraiment l'Odyssée, enfin, la pérégrination d'Ulysse à travers le monde qui va l'amener jusqu'aux confins de l'univers, jusqu'aux portes d'Hercule, euh, euh, et puis être chopé par la magicienne Circé, par comment elle s'appelle, très jolie, genre campée par la très très belle, elle n'a pas l'air très fut-fut, mais elle est très très jolie, cette actrice sud-africaine. Bref, le nom m'échappe. Il y a Circé, par pas Nausicaa, donc l'autre. Bref, ça me reviendra. Quand il y a plein de trucs dans ma tête pour vous faire ce petit briefing, ça part un petit peu en couille. Et, euh, et donc, et donc, et donc, et donc, euh, et donc, Calypso. Calypso. Voilà, je suis allé sur Wikipédia rapidement. Ulysse, Calypso. Chez qui il va rester 7 ans, mais c'est à la fin de l'histoire. Et, euh, et bref, donc
Donc et donc dans le film il n'y a pas ça. Dans le film il arrive, oh il y a un cyclope, il nous capture, je lui crève un œil, je me barre et je lui dis je suis Ulysse. Oui mais t'as oublié je suis personne. Donc t'as oublié le côté rusé. Donc et ça coûtait rien à le faire. Pourquoi? Enfin bon. Alors il y a sûrement des mecs qui vont dire oui mais parce que un télo de merde mais bon ok. Bref, c'est dommage de rater un film si cher et si bien réalisé, avec des bons acteurs, etc. Et d'avoir oublié un truc comme ça. Ensuite, il y a un autre thème qui est bien fait, lui, qui est vraiment bien tourné. Et, euh, et beaucoup de critiques ont dit, ah oui, mais c'est parce que Noël s'est inspiré de la traduction, une traduction récente de l'Odyssée par une nana qui s'appelle Wilson ou Watson, Wilson je crois, qui a fait une traduction woke et féministe de la chose. Bon, moi je ne l'ai pas lu ce livre, mais je suis allé voir quand même hier, je suis allé voir une interview de cette dame qui commentait le film et qui disait j'ai pas trouvé que mon adaptation est particulièrement si woke que ça. Bon, là, elle a des tatouages, etc. Bon, elle a le droit, hein. Peut-être qu'elle est un peu woke, etc. De toute façon, de nos jours, dans l'université, si t'es pas woke gauchiste, ultra extrême gauche, t'y arrives pas. Donc, mais j'ai trouvé que son interview était plutôt bonne. Donc la nana, elle est pas folle, hein. Elle a fait une traduction. Alors certes, semblerait-il, elle a changé certains termes par rapport aux traductions habituelles, mais enfin c'est ça l'idée de faire des nouvelles traductions. Et donc non, j'ai pas trouvé qu'elle disait des conneries, et même elle trouvait que Nolan n'avait pas couvert certains thèmes qu'elle avait trouvé importants. Et elle faisait remarquer qu'une des premières choses que fait Ulysse en quittant euh, le ciel, après le saccage de la ville de Troie, c'est qu'il va aller saccager une autre ville. C'est vrai, et c'est vrai, c'est dans l'Odyssée. Et, euh, et donc, oui, bah, parce que les gens à cette époque, ces civilisations mycéennes, c'est comme les Vénitiens ou les Arabes en Méditerranée, c'est à la fois des conquérants, à la fois des pirates et à la fois des commerçants. C'est un peu tout ça à la fois. Ça me fait penser le côté armure, etc. Dans la deuxième partie de la vidéo, dans la deuxième partie, je mettrai quelques exemples de différences d'armure entre ce qu'avaient vraiment les gens à l'époque mycéenne euh, mais c'est pas très grave parce que là on a un hybride, on a des proto. Alors ils ont pas mis, et c'est très juste, comme dans les films de 54 et de 68, dans les anciens films ils mettaient des armures avec la petite jupette, le casque avec la crête en crin de cheval et en gros la tenue d'un hoplite qui est totalement anachronistique par rapport à ce qui se passait en 1500 avant Jésus-Christ. La tenue d'hoplite, elle arrive en 600 avant Jésus-Christ, donc il y a 1000 ans de différence. C'est un peu comme si tu faisais un film sur 14-18 où tu mettais des mecs en côte de maille, quoi. Enfin, ça n'a rien à voir. C'est 1000 ans de différence. Et, euh, et là, bon, mais ça passe parce que, alors évidemment, l'armure de Ménélas, enfin d'Agamemnon, ridicule, c'est Batman, c'est n'importe quoi. Mais bon, ok, c'est pas grave, ça c'est des détails qui passent. Euh, T'es pas obligé d'avoir une armure à la Batman pour montrer qu'un roi est imposant et qu'il en impose quand il fait face à son armée. Euh, tu, tu mets une belle armure de l'époque, qui est plus belle et plus précieuse que celle de l'armée. Des hommes qui ont moins d'argent, et que ça a toujours été comme ça. Si tu prends les armures, les fameuses armures à plaques, machin, de l'époque, je sais pas, de Maximilien, de Bavière, ou je sais pas quoi, elles sont magnifiques, mais les gens, ils n'avaient pas ça. Les soldats, même les nobles, ils n'avaient pas des armures comme ça. Il y en avait trois qui pouvaient se payer des armures magnifiques. Les 400 cavaliers de la noblesse, ils avaient des jolies des armures efficaces et plutôt pas mal. Et puis la Pietà, ils avaient rien. Ou alors des trucs en cuir rembourré avec du coton, avec du machin. Et puis des casques. Bah, voilà, ça c'est pour donner une idée, quoi. Et donc, bon. Et donc, où est-ce que j'en étais avec mon histoire de oui, de Watson, c'est qu'en fait, Wilson, donc effectivement, il y a un thème qui est intéressant, c'est le thème. Alors là aussi, ils ont fait une petite cagade, c'est que c'est des guerriers, c'est aussi des pirates. Donc après avoir massacré tout le monde à Troie, comme disait Homer Simpson, population maintenant zéro. Là, pour ceux qui ont la référence, ils font un long périple, et au fur et à mesure de ce périple, et ça c'est un thème de l'Odyssée,
et que Wilson a bien mis en avant dans son livre, semblerait-il, en tout cas c'est ce qu'elle expliquait dans son interview, et c'est très juste, et on le voit dans le film, c'est qu'il y a un côté stress post-traumatique où à un moment, le vieux guerrier qui a passé 10 ans à guerroyer, qui a dû faire des horreurs, c'est à cause de lui qu'on a pu entrer dans la ville avec le fameux cheval de Troie, qui est pas super bien fait. Je trouvais qu'il était beaucoup mieux dans le film 3. Mais enfin bon, c'est un détail. Et à cause de lui ou grâce à lui, ben, ils ont pu finir cette guerre, mais ils ont massacré une ville entière. Euh, ben, au bout d'un moment, ça lui fait des flashbacks. Il y a du stress post-traumatique, c'est tout à fait juste. J'en parle dans le tome 1 de Survivre à la peur. J'ai un gros chapitre sur le stress post-traumatique parce que c'est important, parce on va l'avoir dans les années qui arrivent. Et en fait, il a besoin d'oublier, il a besoin de traiter ça d'un point de vue psychiatrique, avec de l'automédication à coups de lotus. Parce que, parce que c'est vrai, c'est horrible la guerre. Et c'est horrible de tuer des gens, de tuer des innocents, le viol, les meurtres que viennent avec la prise de ces villes, comme ça s'est fait depuis la nuit des temps malheureusement. Et ça se fait encore dans les contrées qui subissent la guerre. Et donc, là, il y a un vrai message anti-guerre, auquel j'adhère à fond. Moi, je suis totalement anti-guerre et anti-militariste, même. Je ne suis pas anti-violence, mais je suis anti-militariste à mort. Parce que c'est fondamental de passer ce message. Alors, évidemment, le, ce thème aurait pu être traité d'une autre manière. Mais c'est un thème important. Et si on avait fait un film, s'ils avaient fait un film en deux parties ou en trois parties, deux fois, après tout, ils le font pour Dune. Il y a trois parties. Ils ont les deux premiers livres de Dune sont découpés en trois parties. Le Dune de Denis Villeneuve. Ben, Christopher Nolan, il pouvait faire l'Iliade et l'Odyssée en trois parties. Une partie sur l'Iliade et deux parties sur l'Odyssée. Ou faire l'Odyssée en deux parties, peut-être trois. Pourquoi pas? En deux parties, à mon avis, c'est jouable. Et là, tu as le temps d'aller creuser le thème de l'arrogance, le thème de la trahison des dieux, le thème de l'ubris et puis de la violence et du stress post-traumatique que tu dois soigner par le temps. 10 ans de retour sur... Il y a aussi un autre thème qui lui est aussi effleuré dans ce film, c'est le thème de... Tu es le responsable de ton équipage et à la fin, ils meurent tous. Eh, c'est la honte. C'est la loose. Ouais, mais t'as trahi les dieux. T'as été arrogant, donc les dieux se sont mis contre toi. Poséidon, sur mer, Poséidon, c'est quand même la merde quand t'as Poséidon contre toi. Tous les marins le savent. Ensuite, t'as Apollon qui est déjà est un peu agacé parce que Troie était sous sa protection. Et Zeus et Athéna ont pris plutôt le côté des Mycéens, des Grecs. Euh, T'arrives sur l'île où t'as les troupeaux de bœufs, des vaches de Apollon, et t'arrives pas à empêcher ton équipage de les bouffer sur l'île du dieu Hélios, dieu du soleil. T'es pas un bon chef. T'as mal géré. Voilà, et donc Apollon, il s'excite contre toi au bout d'un moment. donc, euh, donc voilà, et ça c'était expliqué, c'était raconté, et là c'est un peu fait à la va-vite. Ah ouais, on les voit bouffer les trucs, ils se chopent une tempête, puis c'est fini. Ouais, c'est trop rapide, mais c'est un thème intéressant, la désobéissance à la loi. Alors en revanche, du début à la fin du film, ils parlent de la loi de l'hospitalité, la loi de Zeus, la loi de Zeus, la loi de Zeus. À mon avis, ça méritait un petit peu plus d'explications. Zeus aimait, pour les Grecs anciens, d'où l'importance de l'hospitalité, alors que c'était quand même des guerriers et des pirates, en plus d'être commerçants. Euh, eux croyaient que Zeus aimait se déguiser en mendiant ou en voyageur, et qu'il se pointait chez toi, et que à ce moment-là, pour pas heurter Zeus et pas refuser l'hospitalité à quelqu'un qui pouvait être Zeus, même s'il avait l'air d'être pauvre et démuni, de lui donner la nuit, pas 10 ans, mais la nuit et un repas. Une galette avec de l'huile d'olive, ça suffit. Deux, trois figues sèches, ça suffit. C'était pas non plus, tu ne vas pas lui faire le banquet. Et donc, quand il y a un autre thème, alors lui, il est traité, mais il était encore mieux traité dans le film The Return avec Ralph Fiennes, c'est le thème du retour. Et de la vengeance de gens qui ont abusé de l'hospitalité, qui ont abusé de ton palais, de ton peuple, accessoirement de quelques servantes,
et qui ont mis la hagra à ton fils et bien kikiner ton épouse et malmener tes serviteurs fidèles. Et là, bah voilà, ce thème est bien traité, mais ça, c'est un thème tellement important, et puis c'est la fin de l'histoire. Et donc, c'est ça. Mais j'ai trouvé aussi sympa à la fin, alors ça, c'est pas dans l'Odyssée, je vous le divulgage, hein, je vous le spoil, où en fait, Ulysse et Odysseus et sa femme, finalement, vont aller au bout du monde et laissent, donc abdiquent et Ulysse laisse le trône à son fils Télémaque. Comme ça, il va pouvoir aller récupérer les corps de ses compagnons et leur faire des funérailles en bonne et due forme, selon les rites, et afin qu'ils arrivent pas au paradis, il n'y avait pas de notion, dans le royaume des morts, chez Hadès, de manière euh, adéquate et apaisée. C'était important pour les Grecs que tu puisses faire le... Tu devais être enterré avec deux petites pièces pour payer le passage à Charon sur le Styx, mais ensuite tu devais aussi euh, aller dans le royaume des morts avec une sépulture adéquate. Bref, avec le respect adéquat qu'on doit aux morts. Bon, c'est comme ça. Et ça, j'ai trouvé que la fin était originale et intéressante. Autre, oui, autre détail d'importance capitale, ils auraient pu embaucher Brad Pitt qui avait joué dans 3 pour faire un caméo. Ça aurait été pas compliqué lorsqu'ils arrivent dans le royaume d'Hadès, puisque Ulysse va avoir, grâce à la magicienne Circé, va pouvoir accéder au monde des morts parce qu'il va demander à un mec dont le nom j'ai oublié un horispice. Il va demander un oracle. Il va demander qu'on lui décrive. Voilà, et on va lui révéler son avenir. Et cette partie-là est bien faite, mais effectivement, il arrive. Alors, je crois que c'est tourné en Islande. On voit bien cette terre noire, enfin, ce côté. C'est pas l'enfer tel que les chrétiens s'imaginent avec des flammes. C'est la terre des morts. Il y a rien. On se fait chier. Et là, c'est une scène importante dans l'Iliade, dans l'Odyssée. On retrouve Achille qui est mort à la fin de l'Iliade puisqu'il s'est fait toucher sur le talon et qui est le seul coin où qui est sa seul endroit vulnérable et on voit et on lit dans l'Odyssée que Achille regrette parce que on lui a dit est-ce que tu veux une vie longue, voire l'immortalité dans l'anonymat d'une vie paisible et tranquille, ou bah, une vie mortelle, mais glorieuse, et on se souviendra de toi jusqu'à la fin des temps. Ce qui est le cas. Tout le monde se souvient d'Achille. Même quand des séries de la BBC le font camper par un noir, là aussi. Mais ça, c'est une volonté d'être insultant. Mais on s'en fout, on les méprise. Et donc, il n'y a pas. Alors que c'est un truc fondamental. C'est 5 minutes. T'aurais vu Brad Pitt, je suis mort, finalement on se fait chier. C'était quand même bien de savourer la vie, les femmes, la nourriture, les amis. Mais bon, oui, c'est vrai, ma gloire est immortelle, mais moi je suis mort. Et et on aurait vu Brad Pitt aujourd'hui, 25 ans plus âgé que dans le film de truc, de Wolfgang Peterson, et il aurait passé très très bien. Petit caméo, il n'y avait pas besoin de plus. Pourquoi ça? Pourquoi l'histoire avec le cyclope est gâchée? Ça rend pas le film plus original. Genre, ah, je vais faire un film smart où en fait il n'y aura pas Achille dans les enfers. Je vais faire un film smart où on va pas voir que Odysseus est rusé. Il va pas jouer le plus finot avec le. Mais t'es con quoi? C'est les trucs fondamentaux du livre. C'est un peu comme si tu écrivais, je sais pas. J'invente, qu'est-ce que je peux penser Ouais, la chanson de Roland, où en fait, il n'y a pas Roland. Il n'est pas parti en expédition. Roland, il est resté au château, à bouffer. Et en fait, c'est l'évêque, truc machin, duc de je sais pas quoi, qui lui, il guerroie avec son épée au lieu de sa masse. Dans la chanson de Roland, il a une masse. Bref, mais non. Ça sert à quoi? Enfin, t'as mis des trucs qui servent à rien et t'as enlevé des trucs fondamentaux. C'est dommage. Encore une fois, pour le reste, c'est pas mal. Bon, dans la deuxième partie, uniquement pour mes abonnés Patreon, on va parler un petit peu des règles de survie. Il y en a quand même des pas mal.
qu'on peut apprendre de ce livre. Justement, je vous laisse avec un tout dernier truc. J'ai fait très long pour quelque chose pourtant simple, pour vous dire que c'est un film qui est bien fait, mais qui a vraiment des lacunes, et c'est vraiment dommage, et qui a voulu faire de la provoque ou du marketing sur des trucs qui servent à rien, et c'est dommage. Non, là où je vous encourage, c'est de lire le texte, alors, peut-être pas original, peut-être pas en grec ancien, mais lisez le texte. Ça existe en format poche, tu prends l'Iliade, mieux, tu prends l'Odyssée, parce qu'il est quand même plus facile, plus intéressant à lire, je trouve, et tu le lis. Et il y a des versions, moi j'ai offert à mes 4 enfants, ont la version, ils ont le livre évidemment en format, je crois que Contre-Culture fait, je mettrai le lien ci-dessous, tiens, à les livres en format entre guillemets luxe. C'est du moyen haut de gamme, c'est bien. C'est des livres cartonnés, super jolis, illustrés, l'Iliade et l'Odyssée. Et il y a des bandes dessinées qui ont été faites dans une collection sur la mythologie, etc. Et il y a, je crois, en 3 volumes l'Iliade et en 4 volumes l'Odyssée. Et ils sont super bien. Et je les ai achetés pour mes gamins. Chacun a ses 7 BD qui ajoutent au livre. Et donc, c'est fondamental d'avoir ça, mais de les lire. Et donc, je vous encourage, avant de claquer 30 balles pour aller voir un film en IMAX, de claquer 15 balles pour avoir l'Odyssée au moins en format poche et de les avoir lus une fois dans votre vie. Et vous allez voir et vous allez pouvoir comparer. Voilà, je vous laisse. Rendez-vous pour la deuxième partie sur Patreon. Et pour les abonnés de Patreon, on s'y retrouve tout de suite. À tout de suite. Ciao. Et préparez-vous. On ne sait jamais, hein. Des fois qu'un cyclope se pointe.